Est-ce que vous connaissez Jubilee? What does fetus mean? A fetus is in utero. What does fetus mean in Latin? What the f***? I'm sorry, is this a language class? It means little human being. What about the persecution of the Jews? Well, I mean, I certainly don't support anyone's human dignity being assaulted. I'm a Catholic. But you don't condemn Nazi persecution of the Jews? I think that there was a little bit of persecution and stuff like that, which is bad. We may have to rename this show because you're a little bit more than a far-right Republican. Hey, what can I say? I think you can say, I'm a fascist. Yeah, I am. Absolutely. It's colonialists. Yeah, colonials. You don't look very Native American to me. I am Native American. Whites are Native Americans. What are you talking about? I am an immigrant. I'm speaking from personal experience. Get the hell out. I don't even like... I should get the hell out. Yes. Why? I don't want you here. Jubilee, c'est une chaîne YouTube américaine qui a été créée il y a maintenant plus de 15 ans et qui regroupe aujourd'hui plus de 10 millions d'abonnés. Dans sa description YouTube, elle se dit vouloir provoquer la compréhension et créer de la connexion humaine. Bon, très bien sur le papier, mais dans les faits, qu'est-ce que ça donne? Les vidéos que propose Jubilee sont essentiellement des vidéos qui mettent en avant une chose, le débat. Enfin, des débats. Plutôt des mises en scène de clash entre humains sur des sujets très polémiques, bien clivants comme il faut, soigneusement choisis, afin de générer un maximum de vues derrière. Ça donne des vidéos du genre vegan contre carnivore, un sataniste contre 7 chrétiens, des hommes dits normaux rencontrent des hommes masculinistes. Vous voyez un petit peu le genre. Et ce format, il n'est pas né nulle part. Il s'est notamment radicalisé suite à l'élection présidentielle américaine de 2016. Le fondateur, qui s'appelle Jason Lee, disait avoir été profondément déçu par la division du pays et a voulu orienter le contenu par des discussions politiques traversant un petit peu les spectres idéologiques. Aujourd'hui, Jubilee fait partie de ces médias qui revendiquent une forme de neutralité politique. L'équipe serait composée selon eux de monteurs et de spectateurs aux opinions très diverses. Et quel est l'objectif selon Lee? Si on se fait cancel autant par les deux camps, ça veut dire que notre contenu est équilibré. Voilà, vous voyez déjà le niveau du curseur. Ces vidéos, si vous avez un petit peu de bouteille sur YouTube, ou que tout simplement vous vous respectez et que vous avez un minimum de déontologie dans votre consommation de contenu, elles ne vous disent probablement rien de bon. Ou en tout cas, elles ne vous surprennent pas tant que ça. Parce qu'en fait, elles s'inscrivent tout simplement dans une longue lignée, une longue tradition qu'il y a depuis déjà plusieurs années sur les réseaux sociaux, et particulièrement YouTube, de contenu putaclic. Nous ne cherchons pas à construire un espace de débat et de discussion, mais plutôt à créer de la polémique, à faire réagir, à provoquer un maximum. On se retrouve avec des débats totalement idiots et superficiels, où des gens qui sont radicalement opposés sont mis sur le même plan uniquement pour créer une véritable tension, des cris, des punchlines, bref, du sang quoi. Et donc, in fine, de la visibilité et de l'argent. Et ces vidéos marchent très bien, elles font environ 100 000 à 600 000 vues pour la plupart, qui est très conséquent quand on sait qu'ils publient environ une dizaine de vidéos par mois, mais ce n'est pas tout. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Puisque depuis quelques temps, on observe une nouvelle catégorie de vidéos qui s'est invitée sur leur chaîne, celle des débats politiques. Sachez que ces vidéos, contrairement à celles qui font seulement des centaines de milliers de vues, explosent carrément. Des millions de vues, parfois presque des dizaines de millions, parce que ces débats-là, ils concernent directement la vie politique. Et vous allez me dire, mais Capucine, tout est politique. Et vous avez raison. Bien évidemment que mettre un sataniste face à 7 chrétiens, c'est un sujet qui est éminemment politique. Mais là, je vous parle de débats où l'on oppose littéralement des gens aux visions du monde très idéologiquement situées. On parle par exemple d'un progressiste queer face à 20 conservateurs républicains, ou à l'inverse d'un conservateur républicain face à 25 féministes. Une vidéo où on va faire discuter des pro-déportation face à des anti-déportations. Oui, cette vidéo existe, vous ne rêvez pas. Ou de mettre un débatteur noir face à un panel de nationalistes blancs. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Franchement, on se pose la question, non? Ces vidéos font des millions de vues. Et ça, Jubilee l'a très bien compris, puisqu'ils ont exploité cette mécanique à fond, surtout l'année dernière pendant la campagne présidentielle de Donald Trump. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes un peu dans le milieu militant, vous avez très certainement vu passer ce jeune garçon qui s'appelle Dean. C'est devenu une des figures de proue de la jeunesse démocrate américaine, puisqu'il a notamment été très connu et invité sur Jubilee, dans un format qui a énormément marché, qui est celui de un conservateur face à 20 woke, ou alors d'un woke face à 20 conservateurs. Vous avez peut-être également vu ces deux jeunes femmes, qui sont également très connues dans la sphère américaine démocrate, militante des réseaux. Bref, ce sont des figures montantes de la jeunesse démocrate, très woke, très préparées, très Gen Z. Et ces personnes-là sont devenues, peut-être malgré elles également, de véritables produits viraux. Montés, édités, repostés absolument partout sur des petites vidéos, surtout sur TikTok. Mais pendant qu'on regarde tout ça, qu'est-ce qui se joue réellement derrière? Après tout, on pourrait s'en amuser. On pourrait voir ça comme une manière moderne de faire vivre le débat à notre ère grâce aux réseaux sociaux et aux nouvelles plateformes qui sont à notre disposition. Mais ce serait à mon avis une erreur profonde. Puisque dans ce format-là dont se sert Jubilee,
Jubilee, le débat n'a absolument plus rien de démocratique. Il devient en réalité une véritable marchandise, une coquille vide, une structure où ce qui compte n'est même plus la vérité ou la confrontation, mais bien évidemment l'intensité du clash, le buzz. Et c'est là que ça devient intéressant et que se pose la problématique principale que je voulais aborder dans cette vidéo. Peut-il donner la parole et de la visibilité à tout le monde sous prétexte de démocratie participative. Et cela, peu importe son orientation politique. Bon, si vous avez un petit peu de jugeote et d'éducation militante, politique, historique, vous savez que cette question n'a même pas lieu d'être en réalité. Elle est d'ores et déjà répondue et logique pour ceux qui ont un minimum d'instinct démocratique sur le sujet, et j'en ai en réalité un peu ras-le-bol de voir des gens continuer à faire vivre cette problématique comme si c'était une véritable question. Oui, bien sûr, c'en est une, mais une question qui pouvait elle-même faire l'objet de débats. Si vous-même vous n'avez pas encore compris de quoi je vais parler, peut-être reposons la question en d'autres termes. Le fascisme doit-il être présent dans nos débats? Pas encore? Vous l'avez pas encore peut-être? Ok, pas de souci. Le fascisme discute-t-il? Non. Voilà. Question répondue. Parce qu'en fait, avec les extraits de toute façon que je vous ai mis de plusieurs vidéos de Jubilee, vous allez très bien comprendre de quoi je veux parler. On peut pas faire comme si c'était normal de faire dialoguer sur un pied d'égalité un militant des droits civiques avec une personnalité ouvertement fasciste, qui se définit littéralement comme telle. Une personnalité qui, sans être reprise, se fait applaudir par ses compères après avoir justement dit qu'elle était fasciste, et également après avoir remis en cause l'Holocauste. Le problème de fond, c'est de faire comme si l'extrême droite participait au même jeu que nous. Et par jeu, j'entends le jeu de la démocratie. Comme si elle-même croyait au débat. Et non, absolument pas. Parce que l'idéologie fasciste, par essence, elle nie le débat. Ne s'inscrit pas dans une logique d'échange ou de compromis, mais dans une véritable volonté d'imposition unilatérale. C'est quelque chose que nous rappelle très bien Adorno, par exemple. Il explique que l'une des grandes erreurs des démocraties libérales, c'est de penser qu'on puisse désamorcer le fascisme par des débats rationnels, par la force du dialogue. Dans ses fameuses conférences sur l'éducation après Auschwitz, il insiste bien évidemment sur l'idée que le fascisme n'est pas une opinion, mais c'est avant tout un processus de déshumanisation. En fait, l'individu qui est fasciste, il ne fait pas partie de la bulle qui est celle du débat démocratique. Il est en dehors de cette bulle. En étant en dehors, il cherche à s'immiscer de la manière la plus efficace, sournoise possible, discrète possible, afin de pouvoir anéantir le débat lui-même, de réduire l'autre au silence, à l'obéissance, à l'effacement, etc. Et c'est quelque chose que nous disait en fait très bien Hannah Arendt également. L'idéologie totalitaire, elle ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. En fait, elle construit une réalité alternative, totalement indépendante des faits, et où la parole n'est plus du tout ce qui permet d'éclairer le monde, mais plutôt ce qui le recouvre. La parole fasciste n'est pas un argument parmi tant d'autres, c'est une véritable machine de guerre. Elle cherche la désintégration du vrai, confusion délibérée entre opinion et fait, entre dialogue et manipulation. C'est pourquoi mettre sur un pied d'égalité une parole fasciste et une parole démocratique, ce n'est absolument pas faire débat. C'est créer une véritable illusion de symétrie, là où il y a en réalité un projet de destruction de l'autre. On ne parle donc plus ici de débat, mais de renversement politique, où le fascisme va infiltrer le langage démocratique pour mieux le saboter de l'intérieur. Ce qui m'inquiète profondément, c'est que ce modèle de débat-spectacle, vous le savez, prend de plus en plus de place dans notre sphère médiatique, en France, en Europe, comme si on copiait finalement de manière très américaine une manière de mettre en scène la parole publique. C'est là que l'argument peut-être qui est le plus polémique pour certains arrive dans cette vidéo. En réponse à la question qu'on s'est posée au début, il faut rappeler une chose essentielle, tout le monde n'est pas éligible au débat démocratique. Et ce n'est pas une question de censure, c'est une question de cohérence. Le débat, il repose avant tout sur des règles communes. Sinon, il est, dès ses prémices, totalement impossible. Ces règles communes, c'est quoi? Des règles qui sont issues d'une longue tradition du débat à travers le temps, savoir notamment l'égalité des interlocuteurs, la reconnaissance de la légitimité de l'autre, et on peut également aujourd'hui quand même rajouter le respect du cadre constitutionnel. Si dans nos constitutions le racisme est puni, pourquoi en débattre? On ne débat pas du fait que le racisme soit quelque chose de bien ou de mal. Tout comme on ne débat pas de la transidentité, de si elle existe ou non. On ne débat pas avec ceux qui rejettent ces règles. On ne débat pas avec ceux qui pensent que certaines personnes ne devraient même pas exister. Et surtout, on ne leur offre pas un plateau, une belle lumière, un bon micro, tout cela pour donner des allures d'émotions partagées, et encore moins lorsqu'aucune reprise, aucune contradiction, aucune mise en garde n'intervient pendant que ces paroles sont émises. C'est pas du journalisme, c'est de la manipulation pure et dure. Et cette stratégie, bien évidemment, n'est pas isolée. Massivement réinvesti par de nombreux acteurs en Europe, en France, dans le monde en général, qui s'abritent derrière une conception très hypertrophiée et dévoyée de la liberté d'expression. C'est intéressant de voir que le concept de liberté, dans ce cas-là, prend le sens d'une ouverture totale, d'une déresponsabilisation totale. Être libre de dire tout ce qu'on veut, c'est littéralement pouvoir dire même les pires choses sans être soumis à des règles qui permettent tout de même de réguler ces mêmes paroles. Bref, une liberté sans borne et sans aucune vérification. L'un des exemples peut-être le plus criant aujourd'hui, et particulièrement aux États-Unis,
États-Unis, c'est Elon Musk. Vous savez, oui, c'est ce gars qui fait des signes nazis. Ce petit milliardaire qui a également Twitter, bon maintenant rebaptisé X, ouvertement déclaré vouloir faire de cette plateforme un espace moins surveillé, moins soumis au fact-checking, on appelle ça comme ça, afin, prétend-il, de garantir une liberté d'expression maximale. Est-ce qu'on parle vraiment de liberté ici ? N'est évidemment pas la liberté qu'il promeut, mais l'idéologie du clash, de la violence, une mise en spectacle de cette violence verbale et le décloisonnement total de discours haineux, afin que tout se vale, que plus rien ne choque, que le fascisme et les idées qu'il répand soient simplement des opinions comme les autres. Mais vous savez quoi, ce format-là, ce goût du clash, ce petit plaisir malsain à regarder deux visions du monde totalement opposées, incompatibles, se taper dessus, ça vous fait pas peut-être penser à quelque chose en France, d'un petit peu similaire, je sais pas, peut-être un média qui reprend les mêmes codes? Et oui, vous l'avez bien évidemment, il s'agit du Crayon. Le Crayon suit exactement la même dynamique, à savoir celle d'une fausse neutralité. Combien de fois on a entendu les gens du Crayon nous dire que l'objectif principal c'était de promouvoir la neutralité, créer un média neutre, etc., etc. Bon, déjà, premier problème, à notre époque, être neutre, non seulement c'est un privilège, mais le glissement entre neutralité et passivité est extrêmement rapide. Comment aujourd'hui, en tant que média politique, ne pas prendre part au militantisme par exemple pro-palestinien, je sais pas, soutenir les femmes afghanes, enfin, vous voyez tous ces débats qui en fait n'en sont pas. Et deuxième problème, cette fausse neutralité cache en réalité une fausse ouverture d'esprit. Comme je l'ai dit, on met face à face des gens aux visions du monde totalement incompatibles, et on prétend que c'est ça, le débat. On va par exemple inviter des figures d'extrême droite, en toute tranquillité, sans scier. Je pense par exemple à Eugénie Bastier, donc qui est une journaliste du Figaro. Vous allez me dire oui, le Figaro c'est à droite, pas à l'extrême droite. Bon, de tradition certes, mais aujourd'hui il y a clairement des journalistes qui sont d'extrême droite et qui revendiquent des idées d'extrême droite au Figaro, notamment Eugénie Bastier, qui est très souvent par exemple sur le plateau de l'heure des pros à 20h sur CNews avec Pascal Praud, qui a pu dire par exemple face caméra sans aucun problème. Mais est-ce que c'est grave qu'il y ait des gens qui pensent que la Terre est plate, franchement? Ah oui, je vous confirme. Eh bien, en fait, le problème, c'est pas tant qu'ils... Franchement. Laissez-moi répondre. Le problème, c'est pas que les gens croient que la Terre est plate, c'est qu'ils pensent qu'on leur ment sur le fait qu'elle est ronde. Eh bien, si les gens pensent... Ou qui remet sur la chaîne du Figaro, elle-même en question, la place des experts, des universitaires, leur légitimité à parler de leur propre sujet d'expertise. La France est la patrie des intellectuels. Dans notre pays, plus que dans aucun autre pays du monde, ils mènent le débat public, ils manifestent, ils mènent le combat culturel. Au XXIe siècle, ils ont été très engagés dans des choix politiques, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Alors comment la culture, l'intelligence peuvent-ils mener au sectarisme, à la radicalité? Y a-t-il une bêtise de l'intelligence? Et qu'en est-il aujourd'hui? A-t-on encore besoin des intellectuels dans un monde où les réseaux sociaux font la loi? Ou au contraire, sont-ils néfastes encore au débat? Et tout ça, ça passe. Tout ça, on diffuse, tout ça, on partage. On dit derrière, regardez, on a osé confronter les idées, regardez comme notre chaîne, notre média est démocratique. On confronte les idées avec beaucoup de liberté, etc., etc. Mais ce qu'on ne vous dit peut-être pas, c'est que le Crayon, c'est un média qui est financé. Il est financé par qui? Il est financé par Pierre-Édouard Stérin, à travers un projet plus global qui s'appelle le projet Périclès. Le projet Périclès, c'est un projet qui vise à financer l'extrême droite d'ici 2027. Quand je dis l'extrême droite, je vous parle même pas du RN, parce que Périclès et Pierre-Édouard Stérin affirment lui-même que selon lui, le RN n'est pas assez de droite. Et tout ça, c'est pas eux qui l'inventent, hein. Ils ont un site, c'est écrit noir sur blanc, là pour le coup, il n'y a pas de tabou. Tout ça, c'est documenté. Je vous invite notamment à aller voir la très belle vidéo de Rhinocéros, comme d'habitude, qu'ils avaient fait sur Stérin il y a quelques semaines. Donc oui, quelle coïncidence! Un média qui prétend faire vivre le débat démocratique, et qui est financé par un projet d'une France gouvernée par l'extrême droite. Quelle coïncidence! Vraiment. Ce que tout ça nous montre, pour conclure, c'est que le débat est devenu aujourd'hui un objet vide, un espace creux, une véritable mise en scène. Alors qu'en réalité, la seule chose qu'on met en scène, c'est de la violence, c'est une forme de relativisme extrême, où même les idéologies fascistes deviennent des opinions respectables. Tant qu'elles sont dites calmement, avec un joli petit micro. Mais ce n'est certainement pas ça le débat, ce n'est certainement pas ça la démocratie, parce qu'à l'origine, le débat il suppose des règles, dont notamment la reconnaissance des droits fondamentaux des individus. Il s'agit donc de refuser que le débat devienne un véritable cheval de Troie pour l'extrême droite, ici comme ailleurs. Alors la prochaine fois que vous verrez une vidéo virale de débat, posez-vous une question. Qui gagne en réalité? Est-ce vraiment celui qui a fait la meilleure punchline, ou celui dont l'idéologie vient de gagner un petit peu plus de visibilité, un petit peu plus de terrain, et donc un petit peu plus de normalité?